très grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Arnaud Laborderie, qui est chef de projet multimédia à la Bibliothèque nationale de France et qui est aussi professeur associé à l'Université Paris 8 au département des humanités numériques, j'ose dire le chanceux. Et donc, Arnaud Laborderie est chef de projet au service des éditions multimédia de BNF. Il conçoit et réalise des expositions virtuelles, des applications et des livres enrichis. Il est notamment chargé d'un programme d'éditorialisation de la bibliothèque numérique Gallica, que vous connaissez sans doute, à destination des publics scolaires et des enseignants. Les essentiels de la littérature. Docteur en sciences de l'information et de la communication, Arnaud Laborderie travaille sur les problématiques du livre augmenté et sur la médiation des collections numériques. Membre du laboratoire Paragraphe de l'Université Paris 8 et chercheur associé à la chaire ITEN, Innovation, Transmission, Édition numérique de l'UNESCO. Il est professeur associé donc au département des humanités numériques, je l'ai dit, à Paris 8. Il a notamment publié un article dans le volume 8 de la revue R2LMM et nous allons donc l'écouter avec le plus grand des intérêts. Monsieur Laborderie, à vous. Merci Jean-François. Je voudrais tout d'abord remercier les organisatrices et les organisateurs du colloque pour leur invitation. Je suis très honoré d'être ici et très heureux de pouvoir m'exprimer parmi vous. Alors, les essentiels de la littérature, dont vous voyez ici la page d'accueil, c'est un projet qui a émergé il y a 5 ans de la nécessité de proposer une médiation aux collections de Gallica. Comme vous le savez, Gallica est la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires. Gallica comprend aujourd'hui plus de 5 millions de documents et quand on tape Jean-Jacques Rousseau dans Gallica, on obtient plus de 22 000 résultats. D'où la nécessité d'éditorialiser ces collections et l'idée de proposer une médiation numérique à un public ciblé qui est celui des scolaires et des enseignants. Je reviens un instant sur ces deux termes d'éditorialisation et de médiation numérique pour préciser quels sont ces concepts et comment nous les entendons. Le terme éditorialisation, vous le savez, désigne la production et la circulation des contenus dans l'espace numérique et plus particulièrement sur le web. L'éditorialisation, le concept a été travaillé par Marcello Vitali Rossati, qui enseigne ici à l'Université de Montréal. Ce sont donc des techniques, des pratiques et des formes qui constituent de nouveaux modèles de production et de diffusion des savoirs. Je voudrais insister sur le changement de paradigme, puisqu'on passe d'un modèle fermé, celui de l'édition, qui est fermé car délimité dans l'espace du livre ou de la revue et restreint à un groupe d'acteurs prédéfinis que sont les auteurs et les éditeurs. De ce modèle fermé de l'édition, on passe au modèle ouvert de l'éditorialisation, qui est ouvert dans l'espace et dans le temps avec différentes plateformes qui peuvent interagir et de nombreux acteurs qui peuvent intervenir sans limitation de date. Chacun peut participer à la production et à la circulation du savoir. Pour les bibliothèques, l'enjeu est d'importance puisqu'il s'agit d'éditorialiser leurs collections pour les rendre accessibles dans une perspective de valorisation patrimoniale et de médiation culturelle, avec la volonté de rapprocher les collections numériques et les publics en ligne. Qu'est-ce que j'entends par médiation numérique? C'est pour moi une forme spécifique de médiation culturelle, une médiation technique qui vient compléter les médiations orales ou performatives. On peut distinguer 3 types de médiation numérique. La médiation aux outils numériques, c'est un axe important de la littératie numérique multimodale et c'est aussi une mission des bibliothèques. Des outils numériques mis au service du médiateur ou de la médiation in situ, avec par exemple des dispositifs de bornes type borne d'exposition. Et enfin, la médiation en ligne, c'est-à-dire la médiation numérique sur le web. Ici, le médiateur, ce tiers qui met en relation les collections et les publics, ce n'est plus une personne physique, ce sont des interfaces web. La BNF a une longue expérience de médiation culturelle en ligne, avec notamment des expositions virtuelles produites depuis une vingtaine d'années. Le numérique permet d'adapter le discours à différents types de publics en jouant de l'interactivité et du multimédia, et c'est ce que nous avons voulu faire avec les essentiels de la littérature dans Gallica. C'est donc un portail web consacré à la littérature qui comprend actuellement 250 modules éditorialisés consacrés aux auteurs et aux œuvres des XVIIIe et XIXe siècles. Il s'agit d'un programme ambitieux d'histoire de la littérature à travers les collections numériques de la BNF que nous avons commencé en 2014 et qui proposera à terme quelques 500 entrées dans la littérature du XVIe au XXe siècle. Le site connaît une forte audience avec 640 000 visites en 2018. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus de refonte ergonomique et éditoriale afin d'adapter le site aux nouveaux usages et formats du web.
Quels sont les objectifs et enjeux de ce portail et comment avons-nous travaillé? Le site a pour objectif d'offrir à un large public, à partir du lycée, un accès simple aux essentiels du patrimoine littéraire français dans Gallica. L'enjeu est de mettre en relation les imprimés avec les manuscrits, les illustrations, les corpus d'images, des enregistrements sonores et vidéo. On veut aussi tisser des liens intellectuels entre les œuvres et créer des rebonds par des regards contemporains et des approches thématiques. Notre problématique à la BNF, et c'est d'une part l'abondance des ressources numériques, je l'ai dit, avec énormément de résultats quand on tombe dans le modèle de recherche de Gallica, et d'autre part le cloisonnement des collections par type et par département. Et donc notre parti pris éditorial est anthologique et multimédia. Il s'agit de travailler sur une sélection de documents de tout type et de les éditorialiser en enrichissant les ressources de commentaires et en les liant entre elles pour créer des parcours et des articulations de contenu. Pour cela, nous avons constitué un comité scientifique et une large équipe éditoriale en confiant la direction scientifique de chaque siècle à un spécialiste. Notre équipe éditoriale associe des enseignants, des bibliothécaires de la BNF qui participent eux aussi à la sélection des documents et à la rédaction des contenus. Un de nos enjeux majeurs, ce fut précisément de décloisonner la littérature et de la replacer dans son contexte historique, culturel et scientifique. Et ce faisant, on glissait d'une histoire littéraire appréhendée traditionnellement comme une histoire de la discipline à une histoire culturelle au sens d'Alain Vaillant, c'est-à-dire une histoire qui met en perspective les mouvements et les genres. Par exemple, pour le XIXe siècle, en croisant le réalisme avec l'essor de la presse et la naissance de la publicité. Recontextualiser la littérature, c'est un des objectifs qui a guidé la conception du site, avec pour ambition de placer la littérature au centre d'un réseau, en faisant des liens entre les ressources et des liaisons entre les disciplines. Pour nous, c'est une manière de voir les choses dynamiquement. Sortir de la littérature pour la remettre en contexte et faire entrer des objets qui ne sont pas seulement de la littérature, comme les lieux de sociabilité, la presse ou la réclame. Un de nos objectifs, cela a été débattu par le comité scientifique, ce fut aussi de faire évoluer le canon littéraire en faisant une place plus large aux femmes et à des écrivains moins connus. Bien sûr, on s'est interrogé sur le positionnement du site en cherchant à s'adresser à la fois au professeur et à l'élève, et donc en se plaçant entre les deux, entre le professeur et l'élève, entre le spécialiste et le grand public. Je vous propose de faire une démonstration rapide du site. Donc nous proposons 4 entrées dans le site. Vous voyez la page d'accueil, une entrée par siècle, une entrée par les auteurs, une entrée par les œuvres et une entrée par les thèmes. Si on entre par le siècle, là je clique sur le XVIIIe siècle, on a découpé les périodes historiques en tableaux chronologiques. Et donc vous voyez, on a des grands tableaux, de grandes frises avec les œuvres qui sont placées ainsi, et on peut circuler dans les différents tableaux. Donc je reprends, je vais entrer dans un des modules en particulier, donc le module consacré à Madame de Staël. Et donc nous avons structuré en fait l'accès en 4 rubriques principales que vous voyez énoncées ici: découvrir, rencontrer, explorer, approfondir. Découvrir, en fait, c'est une sorte d'exposition en images rapide, très synthétique, où on va présenter en une dizaine d'écrans l'essentiel de ce qu'on veut que l'élève retienne concernant l'œuvre, l'auteur ou l'œuvre. Quand on clique sur une des images, on peut accéder à un visualiseur pour avoir l'image en haute définition et zoomer dedans. Et puis, on a un commentaire pour chacune des images. La partie rencontrée, en fait, ce sont des interviews avec des spécialistes ou des conservateurs de l'œuvre. Explorer, ce sont des albums d'images. Donc ici, par exemple, sur les salons au XVIIIe siècle, je vais y revenir. Je parlais de faire entrer d'autres objets comme les sociabilités. Hop, je reviens ici. Et puis approfondir, ce sont des articles avec des textes qu'on a confiés à certains spécialistes. Et donc, en fait, ce que je voulais vous montrer sur une page d'accueil comme ça, c'est qu'on a une approche qui est assez classique en fait sur le modèle pédagogique, c'est-à-dire qu'avec découvrir, rencontrer, explorer, approfondir, on a voulu mettre en place un modèle pédagogique un peu progressif par palier. On se disait qu'on entrait, on découvrait d'abord l'auteur par une synthèse en images, ensuite on avait une interview d'un spécialiste et puis un album d'images et des textes. On a aussi des entrées par thème. Une des questions qu'on s'est posées, c'est comment est-ce qu'un site comme celui-ci peut modifier l'enseignement de la littérature. Alors, attendez, je ne vous ai pas montré les œuvres.
Si je regarde dans Madame de Staël, je prends une des œuvres, on a à peu près la même structure de site, et puis on renvoie ici, lire l'œuvre, au texte intégral dans Gallica. On propose également des extraits, ici, et chaque extrait renvoie à la page dans Gallica, dans l'œuvre intégrale dans Gallica. Sur l'approche thématique, on a travaillé avec des enseignantes pour connaître un petit peu leurs usages et voir comment un tel site pouvait être utilisé en classe. L'enseignante Yael Boublil, avec qui nous avons travaillé, elle rentre par un parcours thématique. Et donc, elle a travaillé sur la condition des femmes au XVIIIe siècle. Et donc, voyez, nous, on propose un parcours thématique avec une piste pédagogique, qui est une séquence qui est proposée à l'enseignant, structurant une méthodologie d'exploitation des ressources, images et textes qui sont proposés. Et un entretien audiovisuel avec une spécialiste qui va nous parler précisément de la condition des femmes au XVIIIe siècle, et puis toujours cet album d'images qui permet d'associer différents types de documents de la BNF, notamment des estampes, sur des parcours thématiques. Et donc l'enseignante, elle est partie de l'album précisément pour choisir une sélection d'images qui sont proposées, et dans l'anthologie, elle a aussi sélectionné quelques extraits. Et l'exercice qu'elle a demandé à ses élèves, c'était de légender les images avec des citations du corpus de texte qu'elle avait choisi pour pouvoir travailler à la fois sur le rapport texte-image. Et puis elle a travaillé aussi sur les salons et sur une autre femme. Alors je vais aller la chercher dans l'index, qui est Madame de Graffigny. Je disais qu'on voulait valoriser les femmes écrivaines au XIXe siècle. Alors, je vais aller chercher dans l'index Madame de Graffigny. Donc là, évidemment, on propose moins de contenu sur ce module, avec toutes les rubriques ne sont pas développées. Et donc, Madame de Graffigny, qui est connue parce que son texte sur les lettres péruviennes était très célèbre à l'époque, et reprenait le principe narratif des lettres persanes. Et donc là, on a un album sur les salons, où on va essayer de faire le lien entre les premiers salons au début du XVIIIe siècle, notamment celui de la duchesse du Maine, jusqu'au salon de Madame de Staël sous le Directoire, en montrant comment évolue en fait la place de la femme à travers le salon, et qu'on passe d'un salon centré plutôt autour du jeu de société, à un salon où on va débattre des idées politiques et philosophiques. À partir de cet exemple, elle a utilisé un petit outil qui s'appelle Jali, et où elle a demandé à ses élèves d'explorer le module qui est proposé et de rééditorialiser les contenus dans un site spécifique. Alors on retrouve ici la vidéo qui a été reprise depuis l'interview de Martin Reed. On trouve ici une citation qui a été extraite du corpus et qui a été mise en forme donc par les élèves. Elle a travaillé avec des élèves de seconde, une classe de seconde. Yael Boublil est professeure au lycée Diderot à Paris. Ici, elle a utilisé un petit pattern biographique où ils ont reformalisé la vie de Madame de Graffigny à partir du pattern qu'on peut voir ici. Et donc, c'était un exercice pour eux de reformulation des éléments biographiques qui sont proposés par le module. Ici, le réseau, c'est-à-dire que les élèves ont utilisé Google Maps pour représenter le réseau des différents lieux où Madame de Graffigny a vécu et où elle était active. Voilà. Et donc sur cette idée de réseau, ils ont travaillé aussi sur un salon, sur l'album sur les salons que je vous ai monté tout à l'heure. Et en fait, ils ont essayé avec toujours Google Maps de faire une cartographie des salons tels qu'ils étaient présentés dans le site, dans l'album. Et donc vous voyez ici, on retrouve la cour de Sceaux avec la duchesse du Maine. Elle a demandé aussi à ses élèves de légender ces salons à partir des notices qui étaient présentées dans le site. Ici, on peut voir le salon de Madame de Tencin, et on peut lire que ce salon mêle intrigue politique et discussions philosophiques les plus hardies. Et on voit que les salons, d'ailleurs, s'inscrivaient dans un espace autour du Palais Royal. Et donc, ce qu'on retient, c'est que l'objectif principal a été l'appropriation des ressources par l'élève et la création sous forme d'exercices pédagogiques de reformulation avec des outils numériques. Et faisant cela, les élèves s'inscrivent véritablement dans une démarche d'éditorialisation puisqu'ils vont republier les contenus sur le web.
Alors ces interfaces, elles datent de 2014 et les premiers modules ont été mis en ligne en 2015. Elles restent inspirées du modèle de l'imprimé et du CD-ROM. Les pages sont fixes, pas du tout adaptées aux nouveaux usages et formats du web, et elles ne sont pas non plus satisfaisantes parce que le site est très complexe et il occasionne parfois un temps de chargement important. Et donc nous avons décidé de refondre le site pour plusieurs raisons: pour simplifier l'arborescence et la hiérarchisation des contenus, pour s'adapter aux nouveaux usages et aux nouveaux formats du web et réduire le temps de chargement. J'ai listé les objectifs qui peuvent vous sembler un peu techniques, mais c'était surtout travailler sur l'arborescence, l'ergonomie. Comment avons-nous travaillé? Pour refondre le site, nous avons employé une méthodologie professionnelle de conception d'interface orientée utilisateur qu'on appelle dans le jargon UX Design, c'est-à-dire centré sur l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur caractérise le fait que ce que fait l'utilisateur sur le site, quel est son parcours de lecture et ce qu'il ressent lorsqu'il utilise le site. Ce qui est intéressant avec cette notion d'expérience utilisateur, c'est qu'on part de l'usage et de l'usager pour repenser le site. Et pour nous, c'est un véritable renversement de perspective. Le site n'est plus conçu en fonction des contenus, en fonction des collections, mais en fonction des usages que l'on souhaite proposer à l'utilisateur et donc au plus près de ses besoins. C'est pourquoi nous avons voulu impliquer les utilisateurs, en particulier les enseignants, dès le démarrage du projet de refonte, avec pour objectif d'impliquer les enseignants dans le processus de conception pour identifier, co-concevoir, formuler et hiérarchiser les fonctionnalités du site. Et pour cela, on a fait des ateliers de conception. Nous étions 12 personnes réunies en 3 équipes, en impliquant des professeurs des lycées et d'universités. Notre travail en atelier a porté sur la création de personas, c'est-à-dire de profils types, pour identifier les besoins et les attentes des différents utilisateurs ciblés. Nous avons travaillé sur la définition des fonctionnalités et des gabarits clés du site, l'ergonomie des interfaces et les usages, avec des focus sur la page d'accueil et la page œuvre. La question qu'on s'est posée, c'est comment voyons-nous le site de manière idéale? On a commencé par énoncer des mots-clés qu'on a ensuite réorganisés et pondérés. Et comme il s'agissait de replacer l'utilisateur au centre, d'identifier ses attentes, ses besoins, ses objectifs, en formulant le contexte dans lequel il va utiliser le site. Et donc pour cela, on a créé des personas qui sont des personnes fictives auxquelles on attribue des caractéristiques sociales et psychologiques. Chaque personnage représente un groupe cible. De cette manière, on a esquissé le profil des visiteurs potentiels du site et on s'est projeté dans l'utilisation du site en parlant au nom de ces personnages. Alors, je vais passer assez rapidement quelques diapositives de méthodologie pour vous montrer les différentes étapes du processus. Donc voici les mots-clés tels qu'on les a énoncés, qui ont émergé lors d'une première séance de travail. Donc vous voyez, ce qui importe surtout, c'est que le site soit modulaire, accessible et exportable. Donc les personas, nous avons travaillé sur un certain nombre de profils types synthétisés en 3 personas, la professeure, l'élève, le curieux. Donc vous voyez, en fait, on donne un nom à ces personas pour vraiment les humaniser et essayer de créer avec eux une certaine empathie. Et chacun a formulé des besoins, des attentes et des actions en fonction de ces différents personas. Donc, je vous détaille un tout petit peu le persona de la professeure, qui synthétise en fait 3 profils types, professeur, expert, étudiant. Ici, on entre dans une phase de jeu et de création. On va détailler l'histoire, la vie, la recherche, les centres d'intérêt et quelles sont les fonctionnalités qui pourraient lui convenir. Ici, les principaux besoins sur le site, toujours rapportés à des fonctionnalités qui nous semblent pertinentes. Pour penser les parcours utilisateurs, on va se mettre dans la peau du personnage et énoncer les actions. Donc vous voyez, leur contexte émotionnel, c'est synthétisé en 3 étapes qui doivent correspondre à 3 clics maximum. Et puis, tout est synthétisé dans une sorte de carte heuristique. Ici, donc, la carte du professeur, où sont précisés le contexte, les objectifs, les différentes actions, leur affichage et leur traduction en fonctionnalité. On peut noter que Agnès aime les mêmes contenus qu'Éric, le curieux, et que les élèves d'Agnès ne retiennent que les anecdotes. Cette remarque est associée, contenu amusant à découvrir, une attente qui s'exprime aussi chez notre curieux. Et donc, on a identifié ici un nouveau besoin de parler autrement de la littérature et de sortir du discours académique. Donc, entrons un peu plus dans le processus de conception. Donc, à partir de là, on a essayé de fonctionnariser et symboliser par des modules qui sont assemblés. Et donc, je vous ai montré à la fois la phase de conception et la phase de maquettage sur les nouvelles versions du site.
On a donc pensé des nouvelles pages qui ne sont plus des pages écran dans lesquelles on pouvait circuler de page en page, mais qui sont des pages uniques qu'on peut scroller et qui permettent d'accéder aux différents modules et aux différents contenus. Et donc ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'est pas prisonnier d'un CMS, c'est nous qui inventons nos propres gabarits. Donc voici la modélisation pour la page auteur et ici pour la page œuvre. Donc là, je vous ai mis une vue synthétique de l'ensemble des gabarits pour la refonte desktop du site. Et vous pouvez voir ici la version mobile, puisque un de nos enjeux, c'était vraiment de pouvoir accéder au site depuis les interfaces mobiles. Et donc, vous voyez, on a... Alors, je n'ai pas le temps de rentrer tout à fait dans le détail des maquettes, mais je les mettrai à disposition du colloque. Cette méthodologie UX, elle a été réemployée en classe, et je voulais insister aussi sur la manière dont une des enseignantes a réemployé cette méthodologie pour travailler sur l'histoire littéraire. Et donc, il n'y avait pas d'élèves, en fait, dans notre atelier de conception. Et donc, dans une démarche réflexive, Yael Boublil a réemployé cette méthodologie avec des élèves de seconde. Ce qui l'a intéressé dans ce processus de conception, qui est après tout une méthode professionnelle, c'est qu'il y avait une opportunité pour les élèves de formuler leur conception de la littérature et de l'histoire littéraire. Et de formuler aussi des besoins que l'enseignante peut ensuite transférer dans son propre cours. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si c'est très net à l'écran, les personas que l'enseignante a fait avec ses élèves. Et donc, elle s'est inspirée de cette méthode pour faire travailler les élèves sur leur relation à l'histoire littéraire et donc leur faire formuler ce qu'ils attendent, les besoins qu'ils arrivent à identifier et la manière de s'approprier les ressources, les émotions qu'ils associent à l'histoire littéraire. Elle a donc mené cette expérience de formulation et de conception d'un site d'histoire littéraire sur le même modèle que la BNF, en se demandant de quoi aurions-nous besoin. Et donc vous le voyez, elle a travaillé en 3 étapes, créer des personas par groupe, verbaliser ce qui constituerait un levier de motivation pour l'utilisation d'un site en histoire littéraire et formaliser une arborescence. Quel retour utilisateur pour les élèves qui ont fait cet exercice? L'enseignante a relevé 3 besoins convergents. L'auteur a une vie. Les élèves ont envie de savoir des choses sur les auteurs, de connaître des anecdotes sur leur vie. L'auteur a une technique d'écriture. Les élèves veulent savoir comment est-ce qu'on écrit, à quel moment, est-ce que les auteurs ont des modalités d'écriture qu'ils peuvent s'approprier. 3e point, l'auteur vit dans le monde, il a des amis, il a un réseau, il voyage. Tout cela intéresse les élèves et on a vu la cartographie des salons littéraires comme exercice pédagogique. Et puis, bien sûr, ce dont on se doutait déjà, une prédominance pour l'information visuelle et audiovisuelle. L'élève préfère les formats courts, les animations et les vidéos. Et donc, en parallèle de la refonte technique et ergonomique du site, on a réfléchi à un nouveau format éditorial à venir sur le site, centré sur les anecdotes, avec la volonté de parler autrement de la littérature, en passant, pourrait-on dire, de la grande histoire à la petite histoire. Ce qu'on veut, c'est une manière plaisante d'aborder l'histoire littéraire par les petites histoires. Et ce faisant, on renoue avec une tradition qui existe depuis l'Antiquité et qu'au XIXe siècle, on appelait des annas, terme qui se donnait en suffixe. On trouve ainsi dans le Gallica des Baudelairiana, des Staliana, qui rassemblent les bons mots, les petites manies et aussi les bruits de couloir de l'époque. L'enjeu pour nous, c'est de trouver des anecdotes signifiantes, de faire passer du savoir à travers un ton humoristique et que cela nous rapproche de l'écrivain. Le format que nous avons choisi, c'est la vidéo, une séquence courte, moins de 2 minutes, avec une animation des documents patrimoniaux, chaque anecdote renvoyant sur les sources, puisque l'objectif, c'est de proposer une entrée en matière. Alors, par exemple, on a la canne de Balzac, dont vous voyez ici le magnifique pommeau d'or incrusté de turquoise. Et cette canne faisait jaser tout Paris à l'époque. Et on a aussi les tables tournantes de Victor Hugo, le look de George Sand, le perroquet de Flaubert, etc. Je vous propose de vous montrer un prototype qui n'est pas tout à fait finalisé sur les cheveux verts de Baudelaire. Baudelaire est-il un précurseur du punk ou est-ce une légende urbaine? Si l'on croit à Maxime Ducamp, Baudelaire serait entré chez lui un dimanche avec des cheveux teints en vert. Cherchant à attirer son attention, Baudelaire lui dit « Vous ne trouvez rien d'anormal en moi ?» Mais non, tout le monde a des cheveux plus ou moins verts. Si les vôtres étaient bleus de ciel, ça pourrait me surprendre, mais des cheveux verts, il y en a sous bien des chapeaux à Paris. La scène se déroule pendant la jeunesse de Baudelaire, qui dépense sans compter l'héritage de son père. Il réside sur l'île Saint-Louis, à l'hôtel Pimaudan.
où il se livre à des expériences de hashish avec Théophile Gautier et où le peintre Émile de Roy va faire son portrait. Cette scène répond bien à l'excentricité du poète, mais est-elle authentique? Champfleury rapporte quant à lui avoir vu la tête de Baudelaire coiffée d'une jolie perruque à frisure bleu de ciel remplaçant l'élégante chevelure qui venait d'être rasée jusqu'à la chair. Au XIXe siècle, comme aujourd'hui, l'artiste porte la marque de sa différence. Il soigne son apparence, provoque, séduit et enveloppe son existence littéraire d'une légende livrée aux médias. Baudelaire cherchait à étonner, moins par provocation que fidèle à l'idée qu'il se fait d'être artiste, incarner l'art dans son être même. Dandy, égaré dans la bohème, il traverse Paris en évitant le conformisme du bourgeois. Il y a encore quelques petites corrections à faire, mais on a une dizaine d'anecdotes comme ça qui sont prévues. Et vous avez reconnu peut-être des documents, les caricatures de Nadar, de Janillot, ou encore les photographies d'Adjet. Et donc tout le corpus des documents qui sont mis en scène sont dans Gallica et accessibles dans les modules auteurs. Donc l'idée, c'est de décliner ce format sur les réseaux sociaux avec une version Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Alors, en conclusion, je voudrais dire rapidement que cette évolution dans la conception d'un site d'histoire littéraire, avec ces deux versions, correspond à mon sens à deux logiques différentes. Dans la première version du site, on est parti des collections, on a voulu modéliser une médiation qui repose sur un modèle pédagogique classique, progressif, tourné vers la transmission. Dans la deuxième version du site, on ne part non plus des collections, mais des usages, et on essaie de proposer des outils d'appropriation. Et donc, la notion de parcours dans les collections a été remplacée par celle de parcours utilisateur, avec pour enjeu de prendre en compte l'expérience utilisateur, leurs attentes et leurs besoins. Cette notion même d'usage qui est au cœur de nos réflexions et qui nous rapproche de la didactique. J'ajouterais que contrairement à l'édition papier, qui a tendance à figer car le produit est édité, l'ambition des essentiels, c'est d'offrir une structuration vivante au plus près de la recherche, mais aussi des nouveaux usages et des pratiques en classe. Enfin, je voudrais terminer en affirmant la nécessité de la médiation numérique pour les institutions culturelles et en particulier pour la bibliothèque, la nécessité d'investir la médiation en ligne. Le web et les bases de données s'imposent comme la forme culturelle dominante de notre époque. En lieu et place du livre, le web, c'est aujourd'hui le vecteur privilégié de l'accès à la connaissance. Cela, à mon sens, crée de nouvelles responsabilités au regard des missions traditionnelles et contemporaines des bibliothèques qui, comme la BNF ou la BANQ, sont investies d'une mission nouvelle, celle d'une instance de légitimation, de certification des contenus en ligne, un lieu de médiation aux outils numériques, mais aussi aux ressources et en contenu. La prochaine étape, c'est celle de la production et de la mise en ligne, puisque là, je vous ai montré des prototypes. Donc, on est engagé dans ce processus de refonte et on a des ateliers utilisateurs qu'on va faire avec des enseignants et qui sont à venir. Et les interfaces que vous avez vues, elles vont sans doute encore être modifiées, puisqu'on travaille dans un processus un peu itératif et qui nous permet justement d'ajuster nos propositions aux attentes et aux besoins des utilisateurs. Et donc, on a en cours la production de ces anecdotes. C'est un travail qui est assez long, en fait. Il faut identifier les documents, certifier les sources, puisque ça renvoie à un corpus de documents. Donc, le texte de Champfleury, le texte de Maxime Ducamp est accessible ensuite à partir de la page de présentation de l'anecdote. Et tout ça pour proposer aux enseignants de pouvoir partir de ce type de documents pour ensuite travailler sur les auteurs et sur les œuvres. Et donc, c'est un processus qui est en cours. On espère mettre en ligne début 2020. Merci infiniment pour cette présentation. J'aurais voulu que vous détailliez un peu ce que vous avez mentionné un peu rapidement sur le changement de corpus, le fait que finalement ce travail de Gallica influence peut-être le fait que dans les corpus il y ait plus de femmes. Vous nous avez montré énormément de femmes écrivains, peut-être aussi sur la francophonie. Il y a une évolution visiblement intéressante par ces outils de large diffusion. Est-ce que c'est compatible avec ce que vous nous avez exposé de manière méthodologique sur la démarche utilisateur, le retour utilisateur? Est-ce que finalement les enseignants et peut-être les élèves aussi vont vers ces démarches-là de changement de corpus scolaire?
Sur la question du corpus, ça a été vraiment un enjeu qui a été débattu par le comité scientifique, donc avec les différents directeurs scientifiques du projet. Donc pour le XVIIIe siècle, c'est Michel Delon. Pour le XIXe siècle, c'est José Luis Diaz. Là, on instruit le XVIe et le XVIIe siècle avec Delphine Denis et Jean-Charles Montferrand. Hein, ce sont des professeurs à la Sorbonne. Et l'enjeu, c'est d'articuler effectivement le canon classique de littérature avec cette aspiration à faire place à des écrivains moins connus et à davantage de femmes. Et il faut aussi croiser avec le corpus de l'éducation nationale, parce que nous avons un inspecteur général de lettres, pour travailler aussi sur des textes qui sont utilisés en classe. Et donc on a une équation assez difficile à résoudre en essayant effectivement d'équilibrer un corpus en fonction de ces trois axes dont je vous ai parlé. Concernant l'expérience utilisateur, on est moins sur la définition du corpus que sur la mise en forme des usages et la manière dont ces corpus vont être éditorialisés en fonction de situations d'enseignement qu'on veut au plus proche du terrain et des pratiques des enseignants. Ce qui est frappant quand on voit ce formidable travail qui a été réalisé, mais si on l'examine en tant qu'enseignant et en tant que chercheur dans le domaine de la didactique de la littérature, c'est qu'on s'aperçoit qu'on perpétue encore un modèle d'entrée dans la littérature par l'auteur, et en particulier les anecdotes. Et donc, ça me paraît très, très intéressant d'enrichir ce volet-là, par exemple, par des anecdotes de lecteurs, puisqu'on sait combien on a essayé depuis 20 ans de re-questionner le travail sur la littérature en classe en mettant davantage en perspective la dimension de la réception des textes et du rôle fondamental que joue le lecteur dans la lecture littéraire. C'est une très bonne idée, j'en prends note. Je vous signale aussi, enfin, je n'ai pas énoncé toutes les anecdotes, mais qu'on a la fête à Nina. Et donc, Nina avait un hôtel particulier dans lequel elle accueillait la bohème et qui était une sorte de salon tout à fait interlope, en fait, au XIXe siècle. Et donc, ça fait aussi partie, c'est pas vraiment un écrivain, ça fait partie, elle était fille d'un banquier, et donc ça fait partie aussi des anecdotes qu'on veut proposer. Et pour le XVIe siècle, on a par exemple le Popotin des nourrices, qui est aussi une entrée un peu ludique et en même temps signifiante par rapport à la poétique du XVIe siècle. Et donc on essaye justement de ne pas se centrer uniquement sur les auteurs, même si pour le XIXe siècle, c'est vrai qu'on essayait de proposer des outils qui permettent d'entrer dans les grands auteurs. Je vous remercie de votre attention.